Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment différentes transformations, notamment en ce qui concerne l'organisation du travail, pouvaient avoir des conséquences négatives sur la qualité du travail et de l'emploi. Nous allons approfondir cette question des effets négatifs, des transformations négatives autour du travail et de l'emploi, en nous intéressant notamment à la question de la précarité. Nous allons ainsi voir comment celle-ci vient atténuer et rendre plus flou et incertain les contours à la fois entre chômage et emploi, mais aussi éventuellement entre emploi salarié et emploi indépendant. Et nous allons voir comment la précarité, entre autres, nuit et conduit à une dégradation du rôle du travail dans l'intégration sociale. Allez, c'est parti! Quand nous avons parlé des différents facteurs influençant la qualité de l'emploi, dans l'introduction, rappelez-vous-en, nous avons vu qu'il y avait certes la rémunération, qu'elle jouait un rôle important de façon incontestable, mais qu'il y avait aussi des questions de relation au travail et de motivation dans son travail, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais aussi des questions d'évolution de l'emploi et notamment de sécurité économique, avec derrière la question de la stabilité de l'emploi notamment. Or, qui dit augmentation de la précarité, dit logiquement, par définition, baisse de la stabilité de l'emploi. Or, quand on regarde les différents types d'emplois et de contrats proposés, on remarque clairement une augmentation des contrats précaires et notamment des CDD, des contrats à durée déterminée, parmi l'ensemble des emplois et notamment parmi l'ensemble des emplois salariés. Cette augmentation a surtout lieu au cours des années 1980-1990. On passe ainsi d'une situation où, au début des années 1980, environ 6% du total des emplois salariés étaient des CDD, à une situation au niveau des années 2000 où, parmi l'ensemble des emplois salariés, 12% sont occupés par des CDD. Et cette part est restée relativement stable avec une légère augmentation depuis. Jusque-là, on pourrait se dire, oui, il y a une augmentation, elle est claire, la part des CDD a même doublé, on est passé de 6% à 12%, mais finalement, les CDD, et même en ajoutant les autres types d'emplois précaires, type intérim, ça reste une minorité de l'ensemble des emplois salariés. Et la grande majorité, aux alentours donc de plus de 80%, plus de 85%, est occupée par des CDI, des contrats à durée indéterminée, qui sont donc des emplois considérés comme stables et protecteurs pour les travailleuses et les travailleurs. Si les CDD représentent donc une minorité du total des emplois salariés, comme on peut le voir sur ce graphique, il faut juste faire attention à l'échelle. En réalité, à côté de ça, parmi les embauches, c'est-à-dire parmi en gros les nouveaux emplois créés, on voit qu'une claire majorité se fait en CDD. Et ce, surtout depuis les années 2000. Alors que pour l'augmentation des CDD dans les emplois salariés, on a dit que ça se passait plutôt dans les années 80-90 et qu'ensuite que la part des CDD restait stable. Là, on voit que c'est surtout à partir des années 2000 qu'on voit une augmentation très nette de la part des CDD dans les embauches pour finir par atteindre 88-90%. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui peut apparaître comme un paradoxe, une contradiction entre les CDD sont une minorité des emplois salariés, mais une majorité des embauches? Tout simplement par le fait que lorsqu'un CDD s'achève, il est souvent suivi par un autre CDD, que ce soit du point de vue de l'entreprise ou de la personne qui occupait le CDD. Donc les CDD vont s'enchaîner, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'embauches qui se font en CDD, mais finalement, leur part parmi les emplois va rester assez stable, parce qu'il y aura toujours un seul emploi, sauf que il conduira au cours de l'année à 3-4 CDD par exemple. Alors qu'à l'inverse, les CDI qui occupent la majorité des emplois salariés, vu qu'il n'y a pas de mouvement à ce niveau-là, on embauche rarement des nouvelles personnes en CDI et on vire rarement des nouvelles personnes en CDI, évidemment rarement c'est relatif. Du coup, ça donne pas lieu à un grand mouvement au niveau des embauches. D'où le fait que les CDI représentent une claire minorité des embauches.
Mais tout cela fait que, du point de vue de la stabilité d'emploi, on est clairement dans une situation précaire où on a des CDD qui donnent lieu uniquement à d'autres CDD et qui débouchent rarement sur des CDI. Ça, d'ailleurs, ça se voit, ça se confirme quand on étudie la durée des CDD. Là, en l'occurrence, j'ai pris un autre indicateur que la durée moyenne des CDD. J'ai pris la part des CDD de moins d'un mois dans le total des CDD. On voit clairement que, au cours des années 2000 et jusqu'à 2020, cette part a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de CDD qui sont très courts et qui durent moins d'un mois. Ainsi, aux alentours de 2015, on était à environ 85% des CDD qui duraient moins d'un mois. Ce qui est forcément énorme, et ce qui veut dire que beaucoup de CDD sont des CDD très courts qui ne permettent pas une véritable insertion professionnelle et une véritable stabilité économique. On comprend facilement toutes les questions de précarité. Quand vous avez un CDD d'à peine un mois, c'est difficile de pouvoir vous engager sur un crédit, sur un loyer, parce que forcément, le propriétaire, par exemple, ou la propriétaire de l'appartement que vous cherchez à louer, va dire « Oui, mais moi je ne suis pas sûr de vos revenus dans un mois. » Là, vous pouvez juste m'assurer que vous avez un emploi ce mois-ci. Mais qu'est-ce qui va arriver le mois d'après? Donc voici à nouveau certains indicateurs qui démontrent ce développement de la précarité, le fait que la part des CDD a augmenté parmi l'ensemble des salariés, mais surtout qu'ils représentent la grande majorité des embauches, et leur durée moyenne qui est passée d'environ 4 mois à 2 mois, donc 2 fois moins, avec, on l'a vu, une grande partie des CDD qui en réalité même durent moins d'un mois. Ce développement de la précarité conduit à atténuer les frontières entre chômage et emploi. On n'est pas dans une situation où soit vous êtes au chômage et vous êtes un petit peu coincé dedans, ou alors à l'inverse, ça pourrait être une situation très temporaire entre deux emplois stables, et des situations où vous êtes en emploi, et quand vous êtes en emploi, vous n'allez pas à vous inquiéter du chômage. C'est uniquement parce qu'il y aurait une mauvaise situation, une crise économique notamment, mais de façon générale, vous n'allez pas vous inquiéter du chômage. Car en réalité, ce qu'on voit à travers ces chiffres, à travers ce développement de la précarité, c'est qu'une partie de la population alterne entre chômage et contrat précaire et n'arrive pas à s'insérer durablement dans le monde du travail. Et c'est d'ailleurs cette question de la précarité qui explique une bonne partie du chômage de masse. Dans cette perspective, on est clairement dans une situation où on ne peut pas distinguer clairement chômage et emploi, puisqu'on a au contraire des personnes qui sont un mois au chômage, un mois dans un contrat précaire en CDD, un mois au chômage, un mois dans un CDD. Vous avez compris la suite. Un mois qui est plus grave peut-être aussi. Ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que parmi l'ensemble des personnes en CDD en 2010, seulement 22% avaient un CDI un an plus tard. Ça signifie que dans à peu près 80% des cas, le CDD débouchait uniquement soit sur du chômage, soit sur un autre CDD, mais qu'il n'y avait pas d'insertion professionnelle durable et de stabilité professionnelle et économique. Lorsqu'il a été créé en 2009, le statut d'auto-entrepreneur, qui est devenu depuis le statut de micro-entrepreneur, a pu apparaître et être présenté en tout cas comme une solution contre le chômage. Le principe était de se dire, puisqu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, aidons-les à créer elles-mêmes leur propre emploi et à, au lieu de compter sur la création d'un emploi par quelqu'un d'autre, et donc sur l'entreprise de quelqu'un d'autre, être le propre entrepreneur de leur vie et donc voilà, l'origine de leur emploi. Mais ce qu'on remarque avec la perspective et le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le micro-entrepreneuriat ne semble pas être un véritable moyen d'insertion professionnelle. Généralement, les revenus qui sont issus de cette activité sont assez faibles et sont plutôt vus comme un complément à une activité salariée classique que comme une véritable source de revenus tout seul et un emploi qui pourrait être occupé uniquement à temps plein. D'ailleurs, quand on suit la trajectoire des auto- ou micro-entrepreneurs et entrepreneuses ayant commencé leur activité en 2010, on voit qu'une bonne partie d'entre eux et d'entre elles, aux alentours de 50%, ont arrêté leur activité d'auto-entrepreneur ou d'auto-entrepreneuse
5 ans après le début. Alors certes, dans une bonne partie aussi des situations, cette situation d'auto-entrepreneur peut être pérenne, sans qu'elle soit pour autant exclusive. Ça peut simplement être, on arrive à maintenir cette activité à côté de notre activité salariée, à côté de notre véritable emploi finalement, et dans une minorité de situations, elle peut se pérenniser avec un statut qui permet d'être plus exclusif, que ce soit le statut de profession libérale, de gérant de société ou d'entrepreneur individuel. Mais on voit bien que ça, c'est une majorité des micro-entrepreneurs qui réussissent à développer assez leur activité pour finalement avoir une véritable entreprise qui peut survenir à leurs besoins de façon durable et exclusive. Or, ce développement de la précarité nuit clairement à l'intégration sociale des individus, notamment dans le cadre d'une société de consommation. On comprend bien que lorsque vous enchaînez des CDD de moins d'un mois, c'est difficile d'apparaître comme quelqu'un ayant une situation économique assez stable pour obtenir un crédit ou simplement même pour pouvoir louer un appartement. Cela nous amène alors à parler du rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale. Un rôle qui a été reconnu par les sociologues depuis leur début, notamment les premiers travaux sur l'intégration sociale, menés par exemple par Émile Durkheim. Clairement, cette question du rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale joue un grand rôle dans la thèse d'Émile Durkheim sur la solidarité organique. Mais ça, je renvoie éventuellement à vos cours de première. Avant de traiter de cette question de façon plus approfondie, on va commencer par définir ou par rappeler la définition d'intégration sociale. Donc, l'intégration sociale est le processus qui permet aux individus de créer des liens sociaux et de s'insérer dans la société. Je répète, l'intégration sociale est le processus qui permet aux individus de créer des liens sociaux et de s'insérer dans la société. Donc là, il y a peut-être une double dimension qu'on peut noter dans l'intégration sociale, à la fois à un niveau interpersonnel, de créer des liens sociaux avec d'autres personnes qu'on connaît, mais aussi de s'insérer dans la société de façon plus large. C'est généralement d'ailleurs plutôt ce sens-là auquel on pense. Maintenant, si on doit approfondir cette question et pour essayer de bien décrire comment est-ce que le travail et l'emploi jouent un rôle dans l'intégration sociale, on peut s'appuyer sur le travail de Serge Pogam, par exemple, dans la disqualification sociale et dans ses autres ouvrages sur la question des liens sociaux. Serge Pogam distingue notamment deux dimensions des liens sociaux. Une dimension de protection matérielle. L'idée que finalement, pour vous insérer dans la société, vous pouvez compter sur votre emploi. Et donc là, on est vraiment sur la question de l'emploi et du coup de la stabilité de l'emploi. Votre insertion sociale sera meilleure si vous avez un emploi stable dans lequel vous pouvez vous projeter, qui vous assure des revenus fixes, que si vous enchaînez des contrats précaires. Et éventuellement, ça peut être complété par un système de protection sociale qui, si vous avez ponctuellement des périodes sans emploi, au chômage, ou le filet de sécurité apporté par la protection sociale vous permet quand même d'être protégé, de pouvoir continuer à vous projeter dans l'avenir, et de façon à ce que la perte d'un emploi, en tout cas quand elle n'est que ponctuelle, ne mette pas en danger le processus d'intégration sociale. À côté de ça, Serge Pogam dit que dans les liens sociaux, il y a aussi une dimension de reconnaissance, plutôt symbolique, psychologique, affective, l'idée que votre travail compte pour vous, finalement. Et donc là, on est plutôt sur le sens qu'on donne à son travail. Si vous avez remarqué, là j'ai fait une distinction. Dans la protection matérielle, j'ai plutôt fait référence à l'emploi, parce que c'est plutôt tout le statut légal et les droits qui sont associés, et notamment la question du revenu, qui va jouer ce rôle de protection matérielle. Alors que pour la reconnaissance symbolique, ce qu'on recherche en termes de besoins psychologiques, de sens à sa vie, de le fait que aussi notre travail joue un rôle important dans notre identité, là j'ai plutôt justement fait référence au travail, à concrètement qu'est-ce que vous réalisez. Et on peut imaginer une situation où de fait, notamment le bénévolat, où il y a une certaine reconnaissance symbolique, vous avez clairement le sens que ce que vous faites est utile pour la société et ça vous apporte personnellement,
même si, d'un point de vue matériel, il n'y a absolument aucun revenu, aucune protection. Maintenant qu'on a présenté le rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale, on comprend facilement que ce rôle est aujourd'hui remis en cause. D'une part, par la question de la précarité de l'emploi, ce dont on vient de parler dans cette vidéo, le fait que, en effet, c'est beaucoup plus difficile de vous insérer dans la société et de vous projeter dans l'avenir quand votre emploi n'est pas stable, ne vous permet donc pas de bénéficier d'une protection matérielle de qualité, mais aussi par la question et le développement de la précarité du travail. Donc là, c'est plutôt la recherche du sens et d'une utilité à son travail. J'ai parlé du bénévolat qui pouvait être un moyen d'avoir un travail qui nous offre une fonction de reconnaissance, qui nous donne un sentiment d'utilité, même s'il n'apporte aucune protection matérielle. L'opposé, c'est ce qu'on appelle la question des bullshit jobs, des jobs à la con finalement, si vous devez le traduire en français, qui sont des emplois donc avec toute la protection matérielle qui peut être associée, et notamment ça peut être des emplois qui sont stables et bien rémunérés, mais qui en termes de reconnaissance symbolique, en termes de sentiment d'utilité, donc de rôle dans votre intégration sociale et en tout cas aussi de rôle de participation à votre identité personnelle, n'ont qu'un rôle très très faible. En gros, des emplois que vous faites et que vous gardez parce que voilà, c'est stable, c'est assez bien rémunéré, mais finalement, vous avez l'impression que vous servez à rien, vous n'avez aucun sentiment de satisfaction dans votre emploi et l'impression que vous vous projetez dans le vide. Cette question des bullshit jobs, c'est un problème plutôt récent, à la fois du fait du développement du secteur tertiaire, conduit à des emplois dont on a parfois du mal à comprendre l'utilité, qui semblent être là pour créer de la richesse, mais est-ce que cette richesse profite vraiment à la société? Parfois on se pose des questions. Et aussi aux nouvelles attentes des travailleuses et des travailleurs qui recherchent quelque chose justement au-delà de la simple protection matérielle et d'une reconnaissance symbolique, comme on vient de le dire, ce qui peut conduire d'ailleurs parfois à des réorientations vers des activités éventuellement moins rémunérées, moins stables, mais qui sont porteuses de plus de sens. Et après, on retourne sur la question de faire attention à ce que le sens que l'on donne à notre travail et la motivation que l'on peut avoir dans ce travail ne soit pas un motif pour se faire exploiter et pour accepter des conditions de travail, un niveau de rémunération qui serait très mauvais. Jusque-là, je me suis surtout concentré sur le chômage comme étant une dimension de la précarité. J'ai parlé du chômage uniquement dans cette situation où on alterne période de chômage et période d'emploi de courte durée. Mais il est évident que le chômage, et de façon plus générale l'absence d'emploi, ce qui correspond aussi donc à l'inactivité, plutôt en l'occurrence à l'inactivité subie, donc on exclut notamment la retraite et les périodes d'études. Donc l'absence d'emploi nuit au rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale. Forcément, si on dit que le travail et l'emploi jouent un rôle important dans l'intégration sociale, une fois qu'on n'a pas de travail, pas d'emploi, ce rôle est clairement absent. En l'occurrence, il y a de nombreuses recherches qui montrent que les personnes au chômage, surtout dans une situation de chômage de longue durée, sont associées à un état de santé, que ce soit physique ou psychologique, qui est dégradé par rapport aux personnes en emploi. Il y a aussi une dégradation des liens sociaux. Voilà, sans entrer dans le détail, on voit clairement que être au chômage, ou de façon plus générale ne pas avoir d'emploi, en tout cas quand c'est subi, ça nuit à la santé, comme je l'ai dit, aussi bien à la santé physique que psychologique. Il peut y avoir un lien entre les deux, puisque le stress ou la dépression peut avoir des effets sur la santé physique. Et donc, cela reflète l'absence d'intégration sociale par le travail et l'emploi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous souhaite donc une bonne journée.